Sont également présents le directeur général par intérim, M. Romain Berger, ainsi que moi-même, M. Edine Guzy, greffier. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 8 juin 2026 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à tout le monde pour la séance de ce soir, la séance du 8 juin. Je salue également les gens qui nous écoutent via la visioconférence, le Zoom, et ceux qui vont nous écouter là, via la télé d'ici. J'aimerais porter votre attention avant le point 6, le point d'information, nous allons présenter l'état financier par Mme Nicole Leroy, là, qui est auditrice. Et elle va elle-même faire la présentation. Et après cette présentation-là, je vais présenter là, les faits saillants, mais après ça, on va permettre une période de questions pour permettre à Mme Leroy de pouvoir quitter aussi par la suite. Exceptionnellement, on va faire une période de questions à ce moment-là pour pouvoir poser les questions et avoir les réponses à vos questions. Ça vous va? Donc, je vais procéder maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, considérant que l'ordre du jour respecte les règles relatives à la régie interne des séances municipales de la ville de Château-Richer et que tous les membres municipal du conseil municipal ont pris connaissance de l'ordre du jour préalablement à la séance et qu'ils renoncent à la lecture. Donc, l'ordre du jour étant déposé, j'aurais besoin d'un proposeur ou d'une proposeuse. Je vous le propose, Monsieur le maire. Monsieur Patrick Tanguay propose donc d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 juin 2026 tel que déposé. Il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. Le point 4, M. Remillard. Oui, adoption des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires des 11 et 14 mai. Donc, considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 mai, et ça, préalablement à la séance, considérant que tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture des dits procès-verbaux. En conséquence, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai ainsi que la séance extraordinaire du 14 mai soient adoptés tels que déposés. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Le point 5, Mme Lefrançois. Oui, merci. Alors, compte à payer est payé au 4 juin 2026 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 12 mai au 4 juin. Alors, comme à l'habitude, je vais vous donner les montants pour 5 000 $ et plus. Donc, les déductions à la source provinciale pour 26 042,34 $, fédérale pour 24 047,12 $, l'ensemble des comptes Hydro-Québec pour 10 153,84 $. Beneva, donc assurance SSQ, donc 22 738,6 $. La municipalité de Bois-Châtel, l'entente, la prévention incendie, 16 451,99 $. Aux Trois-Couvents pour 7 862,12 $. Excavation Loïc, facture arriérage 6 771,9 $. La ligne Pickleball, donc les cours de 8 semaines, 6 898,50 $. Morancy Avocat, donc honoraire professionnel pour 11 828,74 $. PG Solutions, la solution informatique pour 6 168,41 $. La régie de l'Aréna, donc la quote-part, 17 806. CESO, donc le camp municipal cette année, vous savez, on fait affaire avec une firme, donc 222 112. Sur ce montant-là, il faut se rappeler que la ville défraie 60 % puis 40 % les citoyens. Alors, SG Énergie, diesel, 6 849,38 $. Toujours la solution informatique pour services rendus, donc 7 164,70 $. Et Vileco pour 39 596,69 $. Donc, un total de dépenses de 487 923,40 $. S'ajoutent les salaires pour 110 514,90 $. Un total donc de 598 438,30 $. Alors, considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer et payés en date du 4 juin, considérant qu'en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, tout fonctionnaire ou employé qui accorde une autorisation de dépense doit l'indiquer dans un rapport, je propose d'approuver la liste des comptes à payer pour la somme totale de 598 438, d'autoriser les paiements des comptes dus, de reconnaître que cette même liste fait foi de rapport sur les autorisations de dépenses, d'autoriser le maire et la trésorière à signer tous les documents afférents. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité.
Donc, on a passé la présentation là, de l'état financier 2025 par Mme Nicole Roy, qui est auditrice. Bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Nicole Roy, auditrice chez Garipi Gravel Larouche-Blouin. C'est moi qui étais en charge de l'audit des états financiers de la Ville encore cette année. Donc, je viens ici vous faire un peu un sommaire de ce qui s'est passé dans la dernière année du côté des finances. Si on y va avec les revenus en premier, on a les revenus de taxes, évidemment, 8 583 098. Les compensations tenant lieu de taxes, 69 681. On a des revenus de transfert de 544 760. Il y a une hausse au niveau des transferts cette année par rapport au budget, aussi par rapport à l'année dernière, en partie en raison des redevances du fonds vert, dans le fond, qu'il n'y avait pas eu en 2024 et qui ont repris en 2025, donc 54 000 de plus. Le point de TVQ, il y a eu une hausse de 70 000 comparativement à l'année dernière. Il y a eu 2 nouvelles subventions qui ont commencé à être encaissées à partir de 2025, la TEC 2020-24 et le FIMO. Donc, ça représente 25 000 et 28 000. Aussi, il y a eu des subventions au niveau des loisirs, surtout de l'unité des loisirs de la capitale nationale, un 15 000 environ, principalement au niveau de... Il y a eu des subventions pour les prêts d'équipement de loisirs, finalement, surtout le loisir hivernal. Donc, c'est ce qui a fait un peu la différence à ce niveau-là. Des services rendus, 307 425. Il y a eu une hausse aussi à ce niveau-là, surtout pour les loisirs, environ 20 000 de plus que l'an dernier. Au global, majoritairement en raison il y a eu plus d'activités au centre communautaire et aussi un peu plus au niveau du camp de jour. Et aussi au niveau de l'éco-centre, certaines facturations qui ont été faites avec d'autres municipalités. Imposition de droits, amendes et pénalités et revenus de placement, 563 286. C'est plus... En fait, la majorité de ce point-là, c'est les droits de mutation. Finalement, si on se compare par rapport au budget de l'an dernier, au budget de 2025, finalement, on a une hausse de 152 000 des droits de mutation par rapport à ce qui avait été budgété. C'est sûr que c'est quelque chose qui est un peu difficile à budgéter initialement, vu que c'est quelque chose qui est dépendant du marché et des transactions qui ont lieu. Les autres revenus, 113 383. Il y a eu plus d'autres revenus aussi en raison, finalement, de certaines redevances pour la route Saint-Achillé et aussi la ristourne de la MMQ. Fait qu'au total, environ 20 000 de plus à ce niveau-là supplémentaire. Donc, on a un total des revenus de fonctionnement, finalement, pour l'année 2025 de 10 181 633. Les points majeurs qui sont plus élevés par rapport au budget, c'est évidemment les droits de mutation, 152 000. Carrières et sablières aussi, que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, mais qui n'avaient pas été prévus, mais que finalement, il y a eu quand même beaucoup de redevances à ce niveau-là cette année, environ 89 000 qui ont été mis en revenus. Donc, puis aussi les revenus de subvention qui sont plus élevés. C'est ce qui explique la différence avec le budget. Donc, ensuite, on a des revenus d'investissement de 561 572. Ça se trouve être des revenus de subvention, mais qui payent des projets d'investissement. Majoritairement, cette année, c'est des revenus de la TEC, une subvention de la TEC, qui sont pour payer finalement les études et honoraires préliminaires à plusieurs projets d'investissement qui ont été engagés là, cette année. Ces honoraires-là, finalement, ça se trouve à enclencher les projets et aussi, finalement, heureusement, il y a plusieurs de ces études-là qui ont été subventionnées, donc ça enlève finalement des sommes à être assumées finalement par la Ville. Donc, si je fais le tour rapidement des dépenses, donc on a les dépenses d'administration générale, 1 611 468. Sécurité publique, police, 719 234. C'est le montant qui est exigé par la Sûreté du Québec. Sécurité incendie, 342 032. À ce niveau-là, ça dépend toujours du nombre de besoins, finalement, en raison des incendies, aussi du partage avec les autres municipalités. Des fois, il y a des dépenses, là, finalement, qui sont payées pour des services rendus par d'autres villes.
En gros, cette année, il y a eu plus de salaires, plus de formations, mais les formations sont subventionnées. Par contre, il y a eu moins de coûts finalement pour les services rendus par d'autres villes, 13 000 de moins, 10 000 de moins en vêtements et 20 000 de moins en entente intermunicipale. Ensuite, au niveau des transports, on a le réseau routier, 2 071 191. À ce niveau-là, ça l'a augmenté. C'est sûr qu'au niveau du transport, ça a été plus élevé que par l'année passée. Il y a eu plus de salaires et plus d'entretien. Le déneigement, comparativement à 2024, est quand même beaucoup plus élevé, on va dire 192 000 environ, parce que l'année 2024 a été beaucoup plus facile au niveau du déneigement, parce qu'il y avait eu beaucoup moins de grosses tempêtes et moins aussi étendu sur toute la saison. Fait que c'est sûr, au niveau des salaires, du sable, sel, essence, la location de machinerie, il y a eu de la baisse. Par contre, ce qui est une bonne nouvelle à ce niveau-là, c'est que par rapport au budget qui avait été fait pour 2025, la ville arrive finalement à 20 000 de moins que ce qui avait été prévu au niveau du déneigement. Donc, même si c'est inférieur, c'est quand même proche de ce qui avait été budgété, même mieux que ce qui avait été budgété. Aussi, il y a 16 000 là, pour l'éclairage, ça dépend des besoins au niveau des lumières de rue. Ensuite, il y a le transport collectif, 34 609 qui est la quote-part de la ville pour le plus mobile, 20 000 qui est la quote-part pour la piste cyclable. Ensuite, hygiène du milieu, eau et égouts, 804 483. À ce niveau-là, si on se compare à l'an dernier, globalement, l'hygiène du milieu, eau et égouts est 30 000 de moins. C'est au niveau surtout des salaires qu'il y a eu une baisse. Mais si on se compare par rapport au budget, on a aussi quand même une bonne baisse, je pense que c'est 70 000 de baisse par rapport à l'hygiène du milieu. Les matières résiduelles, par contre, tout ce qui est ordures, éco-centre, ça, à ce niveau-là, il y a eu quand même une hausse là, par rapport à ce qui avait été prévu au budget d'environ 35 000 Ensuite, on a le santé et bien-être, 13 771. Ça se trouve être les montants qui sont payés pour l'OMH de la ville. Ensuite, finalement, on a l'aménagement, urbanisme et zonage, 385 045. Promotion et développement économique, 79 599 et autres, 41 937. Là-dedans, il y a beaucoup de quotes-parts qui sont à la MRC pour le paiement, surtout du développement économique. Il y a eu une baisse quand même il y a eu une hausse dans l'urbanisme parce qu'il y avait eu des gens absents en 2024, donc c'est plus redevenu finalement à la normale. Finalement, les loisirs et culture, 1 049 749. À ce niveau-là, il y a eu une hausse au niveau des salaires, au niveau de un peu toutes les sections, les camps de jour, la bibliothèque, mais qui sont conformes finalement avec la hausse des revenus conséquents, là, avec ce qu'on s'attend là, comme une couverture par les revenus. Finalement, les frais de financement, 525 174. On a une baisse à ce niveau-là par rapport à l'an dernier et aussi par rapport au budget. Il y a eu un peu moins de frais de financement que ce qui avait été prévu au budget, en raison particulièrement des frais d'escompte. Quand il y a des dettes qui sont refinancées, souvent on estime les frais d'escompte qui vont être imposés à ce moment-là. Il y en a eu moins que ce qui était prévu. L'amortissement, 1 357 000, qui est une dépense comptable. Donc, un total des dépenses de 9 970 588. Si on prend tout un peu, finalement, on vient faire le tour de tout ça. On a nos revenus qu'on vient de parler de 10 181 633. Nos dépenses de 9 970 588. On vient faire des ajustements. Finalement, on veut rendre notre surplus à des fins fiscales, donc au niveau de la taxation. Donc, on se trouve à venir enlever les dépenses d'amortissement que je viens de mentionner de 1 357 000 parce que ça se trouve à être quelque chose que c'est une dépense comptable, qu'on ne veut pas que les citoyens, finalement, soient taxés. Par contre, de l'autre côté, on vient ajouter le financement, les dépenses relatives au remboursement de la dette à long terme.
de 902 363. Fait que ça se trouve être les paiements en capital sur la dette de l'année de 1 292 000, moins les subventions reçues à ce niveau-là pour rembourser la dette de 390 000. Finalement aussi, on vient faire 2 affectations. Il y a une affectation aux activités d'investissement de 19 967. Ça se trouve être les immobilisations finalement qui sont payées par le budget courant. On a pour 19 967, ce qui est assez mineur. Si on se compare avec le budget, on avait 134 208. Donc, ça, on veut dire que finalement, il y a des immobilisations qui ont été financées autrement. Tout à l'heure, j'en ai glissé un mot, que c'était par la TEC. Là, il y a certaines études qui finalement ont été acceptées par la TEC, donc qui ne sont pas à supporter par le budget courant. Et aussi, la dernière chose, on a une affectation globale. En fait, on a plusieurs éléments. On a une affectation au niveau du surplus accumulé de l'an dernier de 346 646. Cette affectation-là avait été passée à l'automne, dans le fond, dans le but de payer le 2e versement de la SQ pour être certain que le budget soit équilibré. Donc, on vient comme prendre l'argent dans le surplus accumulé libre et on vient l'affecter à notre année en cours pour payer des dépenses, pour éviter de taxer plus que nécessaire. Donc, on avait une affectation de surplus de 346 000, une affectation du solde disponible de règlement d'emprunt de 144 000, une affectation au niveau de la réserve élection. Ça, c'est une obligation gouvernementale. Chaque ville ou municipalité est obligée d'affecter un certain montant au niveau des élections annuellement pour que le coût de l'élection aux 4 ans, finalement, ne soit pas absorbé par le budget de l'année. Fait que donc, la réserve électorale se trouvait à être à 40 000 finalement en 2025. Ça a coûté 37 000 donc, somme toute, dans le fond, les dépenses n'ont pas eu d'impact finalement sur le budget. Et finalement, il y a eu le paiement du fonds de roulement de 169 000 qui se trouve être une dépense. Donc, une fois qu'on a ajouté tous ces éléments-là, finalement, ces ajustements à des fins fiscales, on se trouve avoir le surplus de l'exercice de 995 259 $. Ça complète? Ça complète. C'est sûr, sinon, si j'ai d'autres choses à mentionner, ce sera par rapport au bilan. On peut faire un petit peu en fait, seulement le point le plus important, souvent que les gens veulent savoir, c'est le surplus accumulé non affecté, qui est de 1 330 890. Donc, ça, c'est incluant finalement le 995 de surplus de l'année. Donc, maintenant, le surplus libre est à 1 330 000. Et il y a un surplus affecté de 250 000 qui est affecté pour le budget 2026. Parfait. Merci beaucoup. Donc, au niveau des faits saillants, pour compléter, je vais répéter un peu ce que Mme Roy a dit, mais je vais quand même vous placer les choses. Donc, je vous présente les faits saillants du rapport financier de la Ville de Château-Richer au 31 décembre 2025. La documentation complète sera mise à votre disposition sur la page web au cours des prochains jours. Selon la loi, la Ville doit à chaque année déposer un rapport financier consolidé au 31 décembre, incluant les organismes qui sont sous son contrôle. Donc, la firme Carguepi Grabel Larouche Blouin a été mandatée par le conseil municipal pour exprimer une opinion sur l'état de consolidé. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire, vous savez qu'à chaque année, quand on dépose le budget, il faut toujours déposer un budget qui est équilibré. Donc, un budget, on ne peut pas inventer des dépenses, puis on ne peut pas non plus sous-estimer les dépenses. Donc, comme l'a présenté Mme Roy, notre budget qu'on a déposé l'an passé, on arrive à 35 000 près, à 36 000 près, là, en réalité, dans le budget. Ça veut dire que les prévisions qu'on avait faites et la façon qu'on l'a géré également démontrent vraiment une certaine rigueur et une bonne évaluation aussi des besoins que la Ville avait à ce moment-là, là, au moment du dépôt du budget. Donc, le rapport financier reflète là, cette rigueur-là qui a été faite. Donc, voici un extrait de l'opinion de la firme. À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville de Château-Richer au 31 décembre 2025, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, sa dette nette et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.
Donc, les revenus au 31 décembre 2025, nos revenus pour l'année financière 2025 s'élèvent à 10 833 990, soit une hausse de près de 450 000 par rapport au budget initial. Cette variation s'explique par des écarts positifs par rapport aux prévisions, étant donné la légère diminution de 24 208 de revenus de taxation, ainsi que des revenus liés au tenant-lieu de taxes de 7 038 par rapport au budget. L'augmentation s'explique par plusieurs facteurs et je vais vous les identifier. Donc, les taxes tenant-lieu, les revenus tenant-lieu de taxes, c'est pour les établissements là, gouvernementaux. C'est des sommes d'argent qui nous sont versées, on ne peut pas les taxer. Et la diminution de 24 000 au niveau des revenus de taxation, c'est comme vous savez, on a eu un rôle d'évaluation des propriétés. Il y a eu des contestations, donc il y a des gens qui ont gagné leur cause aussi en même temps. Donc, nous, on avait anticipé les revenus sur ce qui était déjà établi par la valeur des maisons. Mais comme les gens ont tenu compte, ils ont manifesté leur intérêt de le contester et qu'ils ont eu gain de cause, ça fait en sorte que nous avons eu 24 000 de moins de revenus. Le dynamisme du marché immobilier a joué un rôle important qui s'est traduit par des revenus de droits de mutation supérieurs à 152 770. Donc, c'était supérieur au budget ce qui était déjà prévu. La Ville a bénéficié de revenus supplémentaires aussi de 71 394 liés à certaines activités municipales, donc des services rendus, de l'entraide entre les municipalités. On peut notamment penser à l'éco-centre, aux activités qui sont tenues au centre Olivier-Letardier, aux locations des salles, ainsi qu'à certaines redevances, dont celle du séminaire là, pour l'utilisation de la route de Saint-Achille. Donc, les sommes d'argent sont rentrées, puis on vous en a fait part. Et pour les activités du centre Olivier-Letardier, ce qui explique aussi un revenu un peu plus important cette année, c'est qu'il y a eu des élections l'an passé, puis on a eu des locations de salles avec un montant un peu plus substantiel au niveau des locations. C'est ce qui explique un peu l'écart. Les transferts gouvernementaux ont été plus élevés que prévu et s'élèvent à 115 367 $. Cela inclut notamment les redevances sur les matières résiduelles, de même que diverses aides financières provenant des programmes comme le Fonds d'électrification et le changement climatique, le programme de transfert pour les infrastructures d'eau collectives du Québec, le Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau et le soutien de l'unité de loisirs et des sports au niveau de la capitale nationale. Donc, c'est les sommes d'argent de l'ordre de 19 000 $ à peu près qu'on avait. Là. Donc, il y avait un montant d'argent qu'on pouvait recevoir. Il fallait que la Ville en contribue à la hauteur de 5 000. On a acheté de l'équipement là, pour le chalet des loisirs, entre autres la dameuse. On avait acheté des trottinettes des neiges pour les personnes qui en avaient besoin au niveau pour les accompagner, des raquettes. Donc, on a acheté de l'équipement pour permettre aux gens de faire des prêts et de pouvoir profiter de notre parc. Donc, des revenus non planifiés sont venus bonifier aussi les résultats, dont un montant de 89 602 lié à l'exploitation des carrières. On avait mis, nous, en réalité, on avait mis à zéro le compte parce qu'on sait que depuis quelques années, puis avec la pandémie, on n'avait pas les montants justes, puis les montants étaient décroissants. On avait changé le système géomode pour aller retourner aux caméras comme on avait dans le passé. Donc, comme on ne savait pas trop à quoi s'en tenir, on avait mis ça à zéro. Et finalement, on a eu 89 602 de redevances pour les carrières. Au niveau des revenus d'amende, c'est un écart favorable de 26 757 qui s'explique principalement par un encaissement supérieur des taxes qui étaient en retard. Donc, les montants sur les intérêts ont été profitables avec un écart de 25 818 par rapport aux prévisions. Donc, il y a eu des règlements d'emprunt qui ont été faits, qui ont été renouvelés. Donc, ça a baissé le capital, ça a baissé les montants d'intérêts payés. Et on a eu aussi des rééditions de comptes dans des projets qu'on avait faits avec des taux d'intérêt temporaires. On est revenu au taux d'intérêt, mais on avait, nous, planifié dans le budget les taux d'intérêt temporaires parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait faire la réédition de compte. En la faisant, ça nous a fait sauver des sous également. Donc, ce qui explique l'écart de 25 818. Ces résultats illustrent un contexte économique qui est porteur pour 2025 qui nous permet aujourd'hui de continuer à investir dans notre milieu et à répondre concrètement aux besoins de notre population. Donc, les dépenses au 31 décembre 2025, les dépenses de fonctionnement ont totalisé en réalité 10 214 882, soit une diminution de 0,4 % par rapport aux prévisions. Ce résultat significatif, c'est ce qui explique l'écart d'environ 36 000. Donc, ce résultat significatif témoigne des efforts soutenus déployés afin d'assurer une gestion rigoureuse et responsable des finances publiques. Concrètement,
Des économies importantes ont pu être réalisées dans plusieurs secteurs clés par rapport à ce qui avait été prévu. Donc, aux travaux publics, la Ville a réalisé des économies de 122 174. Ce montant est attribuable, entre autres, à une diminution des dépenses de 60 000 en salaire et de 24 000 en entretien et réparation, ainsi que des coûts de déneigement inférieurs aux prévisions, comme on l'expliquait tout à l'heure, de 20 000 Donc, c'est ce qui explique cet écart-là. En matière d'hygiène du milieu, des économies de près de 77 000 ont été enregistrées. Cela s'explique majoritairement par une économie de 60 000 sur les salaires et les dépenses d'entretien de moindre de 37 000, tandis que les coûts liés aux matières résiduelles ont été supérieurs, comme on le disait tout à l'heure, de 36 000 à ceux qui avaient été budgétés. Au niveau de la Ville a enregistré une économie de 26 336 attribuable à des frais de financement moins élevés que prévu. Donc, je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour les renouvellements et tout ça. Au service de l'urbanisme, un écart favorable de 16 024 s'explique par une diminution des dépenses salariales en raison d'un poste qui n'avait pas été comblé pendant une partie de l'année. Cependant, on a quand même fait affaire avec une ressource extérieure pour venir supporter et encadrer Sarah, qui est arrivée comme inspectrice. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des coûts reliés à ça, mais malgré ça, on a eu quand même une économie de 16 244. Ces résultats démontrent non seulement notre capacité à optimiser l'utilisation des ressources municipales, mais aussi notre volonté de protéger la capacité financière de la Ville tout en maintenant des services de qualité à la population. L'exercice budgétaire pour l'exercice 25 se termine avec un surplus en réalité de 995 258. Ce résultat s'explique principalement par une combinaison de facteurs favorables survenus au cours de l'année. D'une part, plusieurs dépenses en immobilisation ont été financées par les programmes de subvention, notamment le programme de transfert des infrastructures d'eau et collectives du Québec. Cela a eu pour effet de réduire la partie des investissements assumés par la Ville. D'autre part, certains ajustements liés à la gestion de la dette et des engagements financiers ont permis d'alléger la charge prévue. Finalement, une partie de l'écart observé est attribuable à des éléments de nature comptable, donc le paiement du deuxième versement de la SQ, comme on l'expliquait tout à l'heure. Donc, on avait dégagé le 346 646 pour être sûr d'arriver, mais finalement, on n'en a pas eu besoin, qui est revenu dans le 995 000 en réalité. Donc, au niveau du profil financier, en matière d'endettement, le profil financier de 2025 représente les données 2024, démontre que chaque Château-Richer se compare avantageusement tant à l'échelle de la MRC de la Côte-de-Beaupré qu'à l'ensemble du Québec. Puis là, je vous réfère aux documents aussi du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, où on parle du profil financier des municipalités au niveau du Québec. Donc, pour les municipalités qui sont comparables à nous, là, nous avons une bonne gestion, puis on a un niveau d'endettement qui est vraiment inférieur aux autres villes. Donc, le poids de la dette sur les finances municipales demeure également bien contrôlé. La part consacrée au service de la dette est inférieure à celle de plusieurs municipalités comparables, ce qui démontre notre capacité à maintenir un équilibre entre les investissements nécessaires et la saine gestion budgétaire. Dans l'ensemble, ces indicateurs confirment que la Ville dispose d'un niveau d'endettement modéré et soutenable, inférieur à celui de nombreuses municipalités, tout en conservant une marge de manœuvre pour soutenir les projets futurs, donc les projets structurants. En conclusion, le résultat de 2025 démontre que notre municipalité est en bonne santé financière grâce à une gestion rigoureuse et à une conjoncture, je dirais, économique et immobilière qui a été favorable. Je tiens à remercier l'ensemble du conseil municipal ainsi que les membres de l'équipe administrative pour le travail et leur engagement. Puis ces gens-là, ils travaillent fort pour nous autres aussi en même temps. On a eu beaucoup de commentaires sur Facebook, je me permets de le dire, là, mais il n'était pas vraiment... il n'était pas nécessaire puis il n'était pas justifié en réalité parce que le travail qui est fait il est énorme. Puis je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe administrative du travail qui ont été fait. Puis on était capable de passer par-dessus ces commentaires-là qui sont pas nécessairement très, très élogieux et déplacés. Nous continuerons à gérer vos fonds publics avec prudence, transparence et responsabilité dans les meilleurs intérêts de toute la communauté. Je vous remercie. Nous allons ouvrir une période de questions sur la présentation du budget de Mme Roy. S'il y a des questions, on va y répondre immédiatement pour permettre à Mme Roy de pouvoir disposer. Elle a d'autres engagements par la suite, à soir. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ça va? Parfait, je vous remercie beaucoup. Nous allons maintenant passer au point 6, qui est le suivi des points d'information. Merci beaucoup, Mme Roy, pour votre présence.
Merci. C'est la deuxième année qu'on vous demande d'être présente. On l'apprécie beaucoup. L'année prochaine, on va essayer de faire ça comme des grands toutes seuls, comme on le faisait avant. Merci. 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 Donc, nous sommes rendus au point 6, qui est le suivi des points d'information. Je vais passer la parole à M. Patrick Tanguay. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, le 7 mai dernier, M. Roberge et moi, on a eu l'honneur de représenter la ville lors des prix du patrimoine de la Côte-de-Beaupré. Vous savez, c'est des prix qui sont remis dans l'ensemble des MRC des villes, des grandes villes là, au Québec. Donc, cette soirée-là a eu lieu à l'Auberge Baker. On a été très bien accueillis. On a eu un maître de cérémonie qui était l'historien Pierre Lahoude, un historien quand même de la capitale nationale qui représente bien le Québec. C'est un historien qui est aussi photographe aérien, qui est quand même pas anodin. Fait une belle présentation sur les curiosités de la Côte-de-Beaupré en lien avec nos grands monuments ou nos grandes histoires sur la Côte-de-Beaupré. Et finalement, la Ville a reçu un prix ce soir-là de préservation et de mise en valeur du paysage pour l'escalier des Filles du Roi qui est situé juste ici à côté. Et on souhaite aussi féliciter l'ensemble des lauréats de cette soirée. Puis ça a été un réel plaisir d'y participer. On apprécie beaucoup recevoir le prix. Hein? Tout à fait. On est fiers. Merci. Du beau travail. Oui, M. Roberge. Oui, donc c'est pour dire ce qui a déjà été annoncé là, dans la tribune municipale à l'effet que nous allons changer là, de gestionnaire pour la collecte des matières résiduelles, donc à partir du 1er juillet. Donc on aura maintenant là, l'entente intermunicipale avec Beauchâtel et l'Ange Gardien. Donc, tout ça sera annoncé là, bientôt, là, les modalités, il y aura peut-être des changements au niveau des journées de collecte. Là, donc, tout ça va être bien annoncé, bien clairement là, sur le site Internet de la Ville, sur la page Facebook. Mais c'est un beau changement. Là, tout le monde ici est bien content. Là, au niveau financier aussi, là, ça va... c'est une belle amélioration. Oui. Oui. Merci, M. le maire. Ça complète, merci. Oui. Madame Cochon. Oui, merci. Alors, le samedi dernier, le 6 juin, avait lieu la fête des voisins. Alors, il y avait plus de 15 citoyens qui avaient annoncé leur marché dans la ville partout. En raison des prévisions météo, il est certain que plusieurs ont choisi de reporter au dimanche. Il y a eu aussi beaucoup de visiteurs pour le dimanche. Nous voulons aussi souligner que ce jour-là, la Ville de Château-Richer a pris une première édition pour la journée des petits entrepreneurs. Alors, au site des loisirs, à l'intérieur, se trouvaient 8 petits entrepreneurs dont je voudrais remercier grandement pour notre première édition qui fut très populaire. Alors, je vais les nommer. Je crois que ça mérite d'être nommé et de les remercier grandement. Alors, nous avions en premier le marché des frères Rompré, Pimpin Oura, les créations Maëlia, Kelly Art, les 3 petits sucrés, Art et gourmandise JL, les petits serpents et Bed and Lemon. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à notre première édition et j'espère que nous pourrons continuer les autres années et ainsi que la fête des voisins. J'aimerais aussi nommer que le 23 juin prochain aura lieu la fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste à partir de 15h au site des loisirs. Vous pouvez aussi voir à partir de demain l'affiche. Il y aura aussi une nouveauté cette année. Je vais vous laisser le soin d'aller voir sur le site Internet pour tous les détails par rapport à la fête nationale. Merci, Monsieur le maire. Merci à vous. Maison des Jeunes. Oui, c'est vrai. Désolée. Alors, le 4 juin dernier, jeudi, avait lieu l'inauguration officielle pour la Maison des Jeunes, le point de service qui est en collaboration avec la zone Maison des Jeunes. Le point de service Saint-Fériol-des-Neiges et Saint-Tite-des-Caps était déjà en place depuis plusieurs années. Alors, Château-Richer a embarqué dans le mouvement. Ils nous ont accueillis avec un 5 à 7 avec souper, hot dog, popcorn. Nous avons eu l'annonce, nous avons eu aussi la MRC Côte-de-Beaupré qui est venue me dire un petit mot de bienvenue et tout. Alors, on est très contents et heureux de voir enfin la Maison des Jeunes avoir lieu ici comme point de service à Château-Richer.
Merci. Merci. Je voudrais compléter qu'on a travaillé sur ce dossier-là depuis plus d'un an pratiquement. Depuis le mois de janvier 25, on travaillait sur ce dossier-là. On avait essayé avant. Mais partir d'une maison de jeunes, ça prend des ressources, ça prend des sous et c'était pas évident de le faire. Mais là, on a réussi avec la zone de pouvoir arriver à une entente. Et je tiens à remercier les partenaires comme la capitale nationale, le CIUS de la capitale nationale qui nous ont supportés là-dedans. La MRC également. Ils ont contribué un montant d'argent pour que ça se réalise et agir ensemble aussi là, au niveau du volet communautaire. Donc, ce sont des organismes qui ont travaillé fort. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie présentement, là, mais je tiens à dire un grand merci aux partenaires. Il fallait avoir du financement au moins pour un an, puis on est presque rendu à 1 an et demi de financement. Donc, on va continuer à faire des collectes à ce niveau-là pour pouvoir s'assurer d'une pérennité là, de la Maison des jeunes. Merci. Donc, nous sommes rendus au point 7.1. Je vais passer la parole à M. Rémillard. Oui. Adoption du règlement 659-26 modifiant le règlement de zonage 575-20. Considérant le règlement 653-26 a modifié le règlement 574-20 relatif au plan d'urbanisme sur divers autres objets, notamment afin d'identifier 3 zones prioritaires de villégiature sur le territoire de la ville de Châteaurocher. Considérant que ces zones doivent être transcrites dans le règlement de zonage 575-20 afin d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme et afin d'identifier les normes usuelles de zonage applicables. Considérant que la ville de Châteaurocher souhaite contribuer à répondre aux besoins en logement induits par la croissance des ménages projetés pour la région métropolitaine de recensement de Québec. Considérant que la ville de Châteaurocher souhaite harmoniser sa réglementation avec celle des municipalités de la Côte-de-Beaupré concernant la classification de l'écocentre au sein de la classe d'usage P5, infrastructures et équipements municipaux. Considérant que le règlement 659-26 a pour objet de modifier le règlement de zonage 575-20 sur d'autres objets, notamment afin de prescrire des normes particulières pour l'implantation des bâtiments complémentaires dans les zones de villégiature prioritaires. Considérant que l'avis de motion du règlement numéro 659-26 a été dûment donné lors de la séance du 13 avril 2026. Considérant que le projet de règlement 659-25 adopté à la séance du 13 avril a fait l'objet d'une consultation publique tenue le 29 avril 2026 et qu'aucun commentaire n'y a été formulé. Considérant que le second projet de règlement 636-25 adopté à la séance du 11 mai 2026 a fait l'objet d'une demande de participation à un référendum à la suite d'un avis public effectué le 13 mai 2026 conformément aux articles 132 et suivant de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et qu'aucune demande n'a été déposée. Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil municipal au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption, considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours ouvrables avant la séance ordinaire du 8 juin 2026, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que des copies du règlement étaient disponibles et à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance d'adoption, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, je propose d'adopter le projet de règlement 659-26, modifiant le règlement de zonage numéro 575-20. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Le point 8.1, Mme Jonca, Patrick Jonca. Merci. Donc, 8.1, octroi d'un contrat de gré à gré pour la collecte et le transport des matières résiduelles pour les conteneurs à chargement frontal. Donc, considérant que le contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles avec l'entreprise Villéco prendra fin le 30 juin 2026, considérant que l'entente intermunicipale avec les municipalités de Bois-Châtel et de l'Ange-Gardien relativement à la collecte et le transport des matières résiduelles débutera le 1er juillet 2026, considérant que la collecte et le transport des matières résiduelles pour les conteneurs à chargement avant provenant des ICI doit pour l'heure être traité à part. Considérant que la Ville de Châteaurocher souhaite retenir les services de l'entreprise Matrec pour la collecte et le transport des matières résiduelles des conteneurs à chargement avant provenant des ICI. Considérant que la Ville de Châteaurocher a obtenu une soumission de l'entreprise Matrec s'élevant à 25 $ par levée, soit une somme hebdomadaire de 1 700 $ excluant toute taxe applicable.
Donc, considérant que l'entente sera d'une durée de 6 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2026, considérant que les dispositions du règlement 663-26 sur la gestion contractuelle sont respectées, en conséquence, je propose de retenir les services de l'entreprise Matrec pour la collecte et le transport des matières résiduelles des conteneurs à chargement avant provenant des ICI au montant de 25 $ par levée, excluant toute taxe applicable, avec une entrée en vigueur du contrat au 1er juillet 2026 et une fin de contrat au 31 décembre 2026. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. J'aimerais ajouter qu'on a signé une entente pour 6 mois parce qu'on regarde avec Bois-Châtel et Ange Gardien pour pouvoir acheter un autre camion parce que le service qu'on a avec eux autres, on est propriétaire des camions quand on va entrer en vigueur avec eux à partir du 1er juillet. Mais on regarde aussi pour que les chargements frontaux, on puisse le faire avec eux autres là, à partir du 1er janvier 27. Là. Donc, il y a des démarches. Il peut y avoir un renouvellement à ce niveau-là avec Matrec, mais si tout va bien, là, on devrait être propriétaire encore une fois des camions puis le faire nous-mêmes là, en entente intermunicipale. Le point 9.1, M. Tanguay. Oui, merci, M. le maire. Donc, je confirme le dépôt du compte-rendu de la réunion du CCU du 19 mai 2026 par le service de l'urbanisme. Résolution 9.2, dérogation mineure 87-80, boulevard Sainte-Anne. Donc, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure visant à permettre l'aménagement d'un enclos avec gloriette, qui est un gazebo, intégré dans la cour avant, le tout pour un usage complémentaire de services de garde pour animaux domestiques. De conditionner cette approbation à l'aménagement et au maintien d'une bande boisée opaque autour de l'enclos avec une largeur de 5 mètres au nord, 2 mètres à l'ouest et 1 mètre de large à l'est. Merci. Il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. 9.3. Approbation au PIA d'un remplacement de galerie arrière au 27 rue Réaume. Donc, je propose d'accepter sans condition particulière la demande d'approbation au PIA afin de permettre le remplacement de la galerie arrière de la résidence. Merci. Il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. 9.4. Approbation PIA de garage détaché situé au 19 rue Dussault. Je propose d'accepter sans condition particulière la demande d'approbation PIA afin de permettre l'implantation d'un garage détaché selon les modalités qui ont été convenues. Merci. Il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. 9.5. 9.5, approbation PIA, garage attenant au 24 rue de la Promenade. Donc, je propose d'accepter sans condition particulière la demande d'approbation au PIA afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal avec garage attenant, le tout selon les modalités qui ont été convenues. Merci. Il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. 9.6, M. Tanguay. Approbation PIA, construction d'un hangar au 361 rue Pichette. Je propose d'accepter sans condition particulière la demande d'approbation PIA afin de permettre la construction d'un hangar selon les modalités qui ont été mentionnées. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 9.7. Approbation PIA, transformation du 232 à 234 rue du Couvent. Donc, je propose d'accepter la demande d'approbation au règlement du PIA afin de permettre la transformation du garage attenant au bâtiment principal en logement 4,5, le tout selon les modalités proposées par le propriétaire. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 9.8. Approbation PIA d'un remplacement des galeries au 253 rue du Couvent. Donc, je propose d'accepter la demande d'approbation PIA afin de permettre le remplacement de galeries de la résidence. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Approbation au PIA, agrandissement de la galerie arrière au 7544 avenue Royale. Donc, je propose d'accepter la demande d'approbation PIA afin de permettre l'agrandissement de la galerie arrière de la résidence. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Et je poursuis, M. le maire, Oui. à 9.10. Donc, je propose d'accepter la demande d'approbation au PIA afin de permettre le remplacement de porte de garage située au 7614 Royal, sous condition que la porte soit de pleine grandeur par rapport à l'ouverture actuelle et qu'elle soit peinte d'une couleur rouge identique à celle de la porte actuelle. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 9.11. Merci. Donc, je propose d'accepter la demande d'approbation au PIA afin de permettre des rénovations à la résidence du 7744 Royal,
sous condition que l'ensemble des composantes de la galerie, à l'exception du plancher, soient peints d'une couleur brune, identique à celle des autres galeries actuelles de la résidence. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 9.12. 9.12, je propose d'accepter la demande d'approbation PIA encore une fois afin de permettre la rénovation de la résidence du 7753 Royal sans conditions particulières. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Un instant, Monsieur le maire. Donc, ici, c'est la résidence de M. Tanguay. Donc, il faut juste être sûr là, que M. Tanguay se récuse du vote. Là. Donc, on devrait Pour le 9.12? Oui, pour le 9.12, s'il vous Donc, plaît. c'est adopté à l'unanimité, puis M. Tanguay est absent du vote. Il n'a pas participé à la décision. Ni au CCU, d'ailleurs. Il s'est retiré de la salle où on a discuté ensemble. On a fait ça comme il faut. Donc, au 9.13, je continue. C'est une autre approbation au PIA. Donc, je propose d'accepter la demande afin de permettre la rénovation de la galerie arrière de la résidence au 8000 Avenue Royale, selon les conditions suivantes. Donc, on conditionne l'approbation à ce que les poutres soient conservées dans leur forme actuelle, que la main courante soit moulurée en bois, que les barottins soient en latte de bois installés sous la main courante et que l'ensemble des composantes de la galerie, sauf le plancher, soient peints d'une couleur blanche ou d'une couleur bleue identique à celle des volets actuels de la résidence, pour que ce soit joli. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 9.14. Merci. Donc, je propose d'accepter la demande d'approbation au PIA pour permettre la modification du garage qui est au 8102 Royal sans conditions particulières. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 9.15. Je propose d'accepter la demande d'approbation au PIA pour permettre la rénovation de la résidence du 8 rue Paré, sous condition que le parement des pignons de la maison soit de couleur identique à celle des autres éléments accessoires de la résidence, c'est-à-dire les volets, les planches cornières, les poutres de la galerie avant. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 9.16. Donc, une autre approbation au PIA pour permettre l'implantation d'un bâtiment complémentaire au 164 route Saint-Échillé, donc c'est le karting, sans conditions particulières. Merci. Il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 9.17. 9.17, Monsieur le maire. Donc, je propose d'accepter la demande d'approbation au PIA pour permettre la construction d'un nouveau bâtiment principal sur le lot 6 302 072. Ce sera l'adresse 488 route de Saint-Échillé, sans conditions particulières. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Il n'y a pas de demande de vote. 9.18. Je vais passer la parole à M. Éric Rémillard parce que c'est une résolution du conseil municipal et non le CCU est en désaccord. Donc, on va procéder. D'accord. Donc, approbation PIA d'une nouvelle construction au 10 route de Saint-Achillé. Considérant que le projet vise l'implantation d'un nouveau bâtiment principal au 10 route Saint-Achillé, le tout selon les modalités suivantes. Bâtiment d'habitation à 6 logements, 6 logements, sur fondation de béton, avec rez-de-jardin et 2 étages. Allée d'accès avec 10 cases de stationnement et espace pour matières résiduelles. Toiture en bardeau d'asphalte de couleur noire 2 tons, avec pignons sur les façades avant et latérales. Revêtement extérieur en pierre calcaire de couleur grise au rez-de-jardin et en planche horizontale de Canexel de couleur blanc aux étages avec gris pâle au pignon ouest. Façade avant-ouest avec porte-fenêtre double de couleur brune avec caisson et cadrage en aluminium noir, balcon couvert aux étages avec garde-corps en aluminium noir composé de barottins installés sous la main courante et un espacement entre ces deux éléments. Façade arrière est avec porte d'entrée de couleur noire, escalier extérieur noir et mur d'intimité ajouré de couleur brune identique aux portes et fenêtres. Fenêtre abattant en PVC de couleur noire avec 4 carreaux et cadrage en aluminium noir. Fascia, soffit et vent et planche cornière en aluminium noir. Lumière extérieure style villageois de couleur noire. Donc, considérant que la construction d'un nouveau bâtiment principal situé dans le secteur du noyau villageois est assujetti au règlement numéro 579-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale en raison de l'article 4.1 concernant le territoire assujetti, ainsi que l'article 4.2. Considérant que les documents déposés rencontrent partiellement les objectifs et les critères spécifiques applicables à la construction d'un nouveau bâtiment principal situé dans le secteur du noyau villageois, considérant que le projet respecte par ailleurs l'entièreté des autres normes réglementaires applicables, je propose donc d'accepter
la demande d'approbation au règlement 579-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre, selon les modalités subventionnées, l'implantation d'un nouveau bâtiment principal au 10 route de Saint-Achillé. De conditionner cette approbation à ce que les grands arbres mitoyens avec le terrain du 11 Côte de la Chapelle soient conservés, les accumulations de neige situées sur le terrain soient gérées de manière à ne pas entraver la circulation sur la route Saint-Achillé. Merci. Donc, il y a un vote à cette résolution-là. Donc, ceux et celles qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Et ceux et celles qui sont contre? Parfait, merci. Donc, c'est adopté à majorité. Monsieur le maire, j'aimerais ça que mon nom apparaisse là, au procès verbal, s'il vous plaît, comme opposant. Oui. Habituellement, on l'écrit toujours, hein, les pour, les contre. Parfait. Pour être sûr. Parfait. Merci. Donc, je vais passer la parole à M. Robert pour le point 9-19. Yes, je continue. Donc, 9-19, c'est un avis de conformité à la réglementation municipale pour un usage multifamilial 9 logements et plus. C'est le 71-41 Avenue Royale, donc qu'on appelle maintenant Altera, donc anciennement les Frères Maristes. Donc, c'est la première étape là, d'un agrandissement qui devrait un jour avoir lieu là, à l'ouest du vieux bâtiment là, des Frères Maristes. Donc, ça commence comme ça. Je propose de reconnaître conforme à la réglementation municipale la demande d'autorisation pour utiliser le lot 4 522 875 71 41 Royal à une autre fin que l'agriculture, plus précisément pour permettre l'agrandissement du bâtiment existant sur le même lot. Puis on parle vraiment juste d'un agrandissement là, sur une partie asphaltée présentement. Là. Et finalement, de conditionner cette reconnaissance de conformité à la condition que, si une autorisation de la CPTEQ permettant l'utilisation d'un lot ou d'une superficie à une autre fin que l'agriculture pour le lot subventionné est délivré, le propriétaire d'Altera devra présenter une demande d'autorisation d'un PPC-MOI complète qui devra être analysée en vertu du règlement relatif au PPC-MOI, donc c'est le règlement 598-22. Merci. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 10.1, Mme Patrick Jonca. Oui, merci. Donc, demande d'aide financière, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, donc le PAFIRSPA. Considérant que la Ville de Château-Richer désire déposer un projet dans le cadre de l'appel à projet du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, volet 1, considérant que le programme PAFIRSPA, volet 1, permet de financer la réalisation de projets de rénovation, de mise aux normes, de construction ou d'aménagement d'infrastructures sportives et récréatives favorisant la pratique d'activités physiques excluant les infrastructures de plein air. Donc, en conséquence, je propose que la Ville de Château-Richer autorise la présentation du projet de remplacement des bandes de la patinoire municipale et l'installation de 2 paniers de basket-ball au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme PAFIRSPA et que soit confirmé l'engagement de la Ville de Château-Richer à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre. Et que la Ville de Château-Richer désigne M. Romain Berger, directeur général par intérim, ou le cas échéant suivant son retour, Mme Magali Lavigne, directrice générale, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Le point 11.1, donc, je procède au dépôt du certificat relatif aux résultats de la procédure d'enregistrement suivant l'adoption du règlement 662-26 visant à décréter une dépense excédant pas 1 297 000 et un emprunt de 1 297 000 pour l'aménagement intérieur du bureau administratif dans l'immeuble du Vieux-Couvent. Donc, le dépôt étant fait, nous avons eu en réalité, nous avions 3 776 personnes avaient voté. Le nombre requis pour atteindre la demande de vote en réalité était de 389. Donc, il y a eu 622 personnes qui sont venues signer pour demander qu'il y ait un vote référendaire. Comme je l'ai annoncé, le vote référendaire, il va être possible d'ici le 6 septembre parce que c'est le dernier dimanche dans le délai de 120 jours, donc c'est la date maximum. Puis d'ici ce temps-là, on regarde là, pour les différentes options, puis on va vous revenir pour vous faire des suivis par rapport à ce dossier-là. Ça vous va? Donc, nous sommes rendus au point 13, qui est la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions?
Yves Gagnon, Monsieur le maire, conseillère. Je voudrais vous ramener à la dernière rencontre au point 9.16. C'est au sujet là, de la lettre de confirmant l'intérêt de la ville pour un projet de 80 unités des industries Bonneville. Oui. Vous avez dit que la ville fournissait un terrain prêt à construire. C'est que la ville a un terrain, puis ils vont le donner... C'est votre question? Ben, il y a d'autres points aussi parce qu'il parle de contribution financière, exemption de taxes, contribution financière. Fait que c'est quoi que ça implique au point de vue monétaire pour la Comme ville? vous le savez, sur la côte de Beaupré, présentement, il y a une grande demande et un grand besoin pour des logements. Puis on sait qu'à Château-Richer, entre autres, on est assez déficient de ce côté-là également. Puis on sait que les gens vont quitter Château-Richer puis vont aller probablement habiter la place la plus près où il y a des logements, c'est à Beauport. On veut garder notre monde ici, faire de la rétention, garder les gens, les familles ici sur place et permettre aux gens de se loger. Donc là, présentement, il y a un terrain qui est en vue. Puis dans le programme qui est en cours pour les 80 unités, c'est un programme avec le fédéral. Le gouvernement fédéral qui a débloqué des sommes d'argent. Ils ont ciblé des villes sur la côte de Beaupré. Nous avons été ciblés, nous avons été approchés par les maisons Bonneville parce qu'eux, ils ont comme un clé en main, là, prêt à bâtir puis à installer. Donc, eux, pour aller plus loin, puis procéder dans le dossier, puis continuer pour aller chercher toutes les subventions possibles pour faire le projet, il y avait besoin de notre part là, une lettre d'engagement comme de quoi que la ville de Château-Richer est intéressée là, au bâtiment. Oui, il y a un terrain qui est anticipé présentement, puis avec lequel on a eu des discussions avec les propriétaires pour en faire l'acquisition. Mais on va attendre de voir comment que ce dossier-là va évoluer, puis si effectivement on peut arriver à la possibilité de construire ces logements-là. Là, on va procéder, puis on va acheter les terrains, puis on va y aller de cette façon-là, puis c'est notre contribution. Donc, oui, c'est des logements qui vont permettre d'abriter des gens à des revenus, avec des taux là, de location abordables, là, je dirais, là, corrects sur le marché. Et la contribution de la ville pour avoir ces projets-là en place, c'est de fournir un terrain et de contribuer, je dirais, là, aux alentours de 10 à 12 ans, avec une réduction des taxes municipales. Donc, les blocs, les appartements qui sont là vont rapporter des taxes, mais pendant 12 ans, il y a une contribution de la ville, donc c'est une réduction de taxes. Ils ne paieront pas les pleines taxes. Ils vont payer, là, je pense que c'est 60% ou plus, mais les détails sont à venir, puis on contribue avec le terrain par rapport à ça. Donc, ça nous permet, nous, d'aller chercher, là, en réalité, là, pour 80 unités, là, des taxes là, qui vont être pérennes dans le temps, qui vont nous permettre d'aller chercher aussi permettre de loger, là, la première raison principale, puis aller chercher des sous aussi pour amener du cash flow, si je peux me permettre, là, pour toutes les infrastructures qui sont à faire aussi en place ici à Château-Richer. Parce qu'une ville n'a pas le droit de donner des terrains à une entreprise privée. On ne donne pas des terrains. Puis l'acheter, vous dites... On l'achète, puis c'est comme un genre de consortium qui est fait. Ben, consortium, c'est un genre de partenariat qui est fait, puis il va y avoir un OSBL qui va gérer au nom de la ville ces appartements-là, puis qui va payer ses taxes, comme ils vont donner comme les propriétaires en réalité. C'est comme si vous contourniez la loi. Là. On ne contourne pas la loi, c'est ce qui est prévu dans les règles pour pouvoir participer dans les programmes là, avec le gouvernement fédéral et provincial. Le provincial aussi offre ce même genre de programme et c'est Développement Côte-de-Beaupré qui gère. Donc, eux aussi, on est en train de regarder la possibilité avec Développement Côte-de-Beaupré pour ajouter d'autres unités également. Puis, la contribution de taxes, c'est comme si eux autres ne payaient pas de taxes, puis on va payer le taxes. Non, c'est pas ça. Là. Monsieur Gagnon, mélangeons pas les affaires. Là. Ce que je lui ai dit, c'est qu'il y avait une réduction parce qu'il faut que la ville contribue un certain montant d'argent. Puis au lieu de sortir des sous, c'est une façon de faire. Fait qu'on fournit le terrain et les propriétaires, l'OSBL. En même temps, eux vont payer leurs redevances, les taxes, mais pendant 12 ans environ, si je ne me trompe pas, puis les critères vont être à déterminer. Là, je ne mets pas, je dis pas c'est 12 ans absolument, là, mais c'est aux alentours de ça. Et ils vont avoir une réduction de taxes là, pour mettre en place ces logements-là. Donc, ils vont rapporter là, des sous, puis ça va tout autofinancer ce projet-là amplement. Là. Je peux poser une autre question dans le même genre? Oui. Vous avez parlé que vous aviez déjà un terrain en vue. C'est-tu en haut, en bas? Bien là, des terrains, il y en a un à l'ouest puis il y en a un à l'est qu'on a regardé. OK, mais c'est pas en haut ici. Là. Non, c'est pas en haut aussi. C'est l'implication que ça a pour les égouts, les aqueducs, tout ça, l'usine de filtration. C'est 80 unités quand même. Oui. Le service de l'urbanisme est en train de regarder l'ensemble de la situation, puis c'est sûr que nous, il faut avoir l'aval aussi de la RAE par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup d'étapes. Mais la première étape pour s'assurer qu'on était capable puis on était éligible, je dirais, au programme, là,
Il fallait amener une lettre d'engagement qui ne nous oblige pas à embarquer là-dedans, tout dépendant comment ça va évoluer, les critères et tout ça. Là, on va décider si on continue ou on ne continue pas là-dedans, mais pour l'instant, c'était seulement une lettre d'intention pour démontrer notre intérêt là, à pouvoir mettre en place là, des unités. OK, merci. Merci. Monsieur, si des fois j'oublie de quoi, c'est pas correct, vous le dites, hein, vous ne gênez pas. Je ne me sentirais pas blessé là-dedans. Merci, M. Berger. Oui? Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur le maire. Pour faire du pouce sur ce que Pour Monsieur... vous présenter, s'il vous Ah oui, c'est vrai, Marie-France Villa. Pour faire du pouce sur ce que Monsieur Gagnon a dit, c'est un beau projet là, pour les logements. C'est un très beau projet, sauf que là, avec la réduction de taxes que vous voulez faire de 10 à 12 ans, avez-vous calculé combien d'années en retour de taxes ça va prendre avant d'avoir un retour sur l'investissement puisqu'on achète les terrains? Là, on n'a pas fait de calcul de ça, mais le terrain, par rapport à ce qu'ils vont payer au niveau des taxes, je dirais qu'en dedans de 2 ans, le terrain il est payé. Là. Avec ce que je sais présentement, puis qu'est-ce que ça va amener comme retour de taxes en dedans de 2 ans, je dirais 3 ans peut-être, là, le terrain va être payé, va être assumé complètement par ces taxes, ces retours de taxes-là. Après ça, les taxes vont demeurer en place. C'est un aide qu'on apporte, comme on a fait de l'aide aussi pour les entreprises qui rénovent, qui sont déjà en place, ou les nouvelles entreprises qui arrivent à Château-Richer. Il y a une réduction de taxes, puis un congé de taxes là, pour 24 mois, puis on a un règlement qui vise ça aussi un peu. C'est le même principe en réalité. Fait que si on veut développer, il faut contribuer. Puis ce sont les règles et les normes du ministère, du gouvernement fédéral et provincial là-dedans. Oui, je comprends tout ça, puis c'est bien que vous l'expliquez, là. Sauf que, vous dites que vous n'avez pas fait le calcul, mais vous dites, selon les chiffres que vous avez, l'information que vous avez, ça va prendre 2 à 3 ans. Mm-hmm. Ben là, vous les avez ou vous ne les avez pas, les chiffres? Bien, on les a, mais c'est des affaires partielles. On est en train d'évaluer la situation, mais on est en train de regarder. Là, on s'est inscrit dans le programme parce qu'il y a une fenêtre qui est là. Il ne faut pas s'inscrire après que le train soit passé, mais avant qu'il arrive. On s'est inscrit dans la démarche. Puis après ça, tous les critères et le développement, puis l'information, on va pouvoir vous la partager. Mais on va attendre de les avoir au fur et à mesure, mais de façon préalable, la façon qu'ils nous ont expliqué, de façon large, lors des échanges avec eux, c'est l'information que je viens de vous partager. Fait que vous dites que vous allez nous partager l'information quand vous allez l'avoir. Bien, quand on va l'avoir complètement, parce que là, vous voulez avoir le fin détail. Le fin détail, vous allez l'avoir éventuellement, mais il faut attendre d'avoir tous les critères, puis de voir si on est éligible, puis on rentre dans les critères au niveau du ministère. Puis après ça, il faut conclure la transaction pour le terrain, puis tout va s'enchaîner, mais tout va vous être annoncé au fur et à mesure qu'on va vous donner l'information. OK. Je peux-tu y aller avec la deuxième question? Oui, il n'y a pas d'autres personnes. Pour le site aux trois couvents, le vieux couvent, là, dans votre plan de présentation de chiffres là, que vous avez fait, là, vous avez parlé de 2 subventions, celle du patrimoine et celle de la TEC. Oui. Vous n'avez celle de la TEC à 90 000. OK? Oui. J'ai lu un peu un peu, non, je l'ai lu au complet, la TEC. Puis il mentionne ici que chaque municipalité doit respecter l'ordre des priorités, parce qu'il y a des priorités 1, 2, 3, 4, et qu'avant de procéder à des travaux priorité 4, la municipalité devra démontrer qu'elle n'a pas de travaux plus urgents. Donc, il faut passer les priorités 1, 2 et 3 avant. Et dans ceux-là, on parle d'égouts, aqueducs, on peut aussi inclure l'usine de filtration. Pourquoi on ne prend pas le 90 000 et on ne le met pas dans nos infrastructures qu'on a déjà? On n'a pas besoin de toute façon de pourquoi. Là, je pense que vous avez lu des documents, mais en même temps, il faut faire attention à ce qui est écrit et comment on va le présenter ou comment on va l'expliquer. Le montant d'argent de 90 000 vous savez, on a eu un montant de 1 850 000 plus ça, grosso modo, de la TEC. Et après ça, on a eu une confirmation du gouvernement qui nous retournait 100 et quelques mille dollars pour de la TEC, mais pour mettre dans les infrastructures d'immeubles des municipalités. Et le 90 000, il est pris là-dedans. Donc, c'est un 90 000 dans un budget additionnel qui a été remis à l'enveloppe initiale qu'on a eue, mais qui nous permet d'investir dans les infrastructures des bâtiments de la ville. Donc, nous, avec la rénovation extérieure, vous avez raison. Les rénovations extérieures, c'est avec le PEP, donc le ministère de la Culture. On a le droit à 300 et quelques mille.
On était préqualifiés. Puis après ça, le 90 000 qui était prévu dans l'enveloppe de la TEC, mais pour des montants additionnels qui avaient été remis après le 1 850 000 que lui va aller dans les infrastructures. Donc, c'est ce montant d'argent-là qu'on a pris là-dedans, le 90 000. OK, mais si c'est pour les bâtiments municipaux, on a d'autres bâtiments municipaux qui Oui, sont on a d'autres plus- bâtiments. Là, on a d'autres bâtiments municipaux. C'est une question de choix, puis c'est une question aussi, à un moment donné, de logistique là, dans le fonctionnement. Là. C'est que nous, on a une caserne qui n'est pas aux normes, puis il faut mettre la caserne aux normes pour la sécurité de nos pompiers. Et là, je vais terminer ma réponse, puis je vais répondre, ça répond à votre deuxième question. Et nous, on a procédé comme ça, puis c'est la façon la moins coûteuse pour les citoyens qu'on vous a expliqué. Une caserne neuve, ça coûte entre 6,5 et 13 millions. Vous le savez, vous avez fait des recherches, vous en avez parlé amplement. Il y a des critères d'admissibilité présentement. Et c'est avec le PRACIM. PRACIM volet 1 pour un bâtiment neuf de cette nature-là. On a déjà déposé au PRACIM volet 1 pour le garage municipal. On est en attente de réponse. Si on n'est pas retenu, il va falloir redéposer. Mais tous les plans de vie, toutes les analyses ont été faites, puis on a payé des dizaines de milliers de dollars pour ça. Donc là, si on avait voulu choisir l'option caserne de pompiers en premier, c'est ce qu'on aurait fait. On est allé avec le garage municipal, puis la caserne, en réalité, avec les bureaux de la ville qui sont prévus présentement dans le projet. Bien, le coût total va être inférieur à le coût d'un seul bâtiment qui était la caserne. Là, quand on regarde la part de la ville par rapport aux subventions qui sont reçues. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Fait que ça nous permet de régler plusieurs problèmes puis d'avoir les bâtiments adéquats pour l'ensemble de nos employés pour qu'ils travaillent dans des conditions sécuritaires. C'est tout simplement ça. Et on va veiller à la sécurité de nos employés. On va veiller à ce que nos employés travaillent dans des conditions sécuritaires. On va tout faire pour que ça arrive. Mais le volet 1 n'empêche pas... Excusez. Le volet 1 n'empêche pas d'appliquer J'ai ce répondu volet-là. à vos deux questions, Mme Piloc. Je pouvais répondre encore à cette troisième question-là. Là. Mais le volet 1, une fois que tu l'as obtenu pour le garage, toutes les villes ont besoin d'infrastructures. Toutes les villes vont déposer dans le PRACIM. Fait qu'à un moment donné, ils vont se dire, bien vous, Château-Richer, vous avez eu votre tour au niveau du garage municipal. Maintenant, si vous avez une subvention là, ça veut dire qu'il faut donner la chance aux autres villes aussi en même temps d'avoir des subventions parce que tout le monde, si vous regardez un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde municipal, tout le monde a besoin de casernes, tout le monde a besoin d'hôtels de ville, tout le monde a besoin de garage municipal. Donc, à un moment donné, il faut que tout le monde puisse manger à la table, puis il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde à la table. Puis, comme on dit, l'argent ne pousse pas dans les arbres, le gouvernement non plus, son argent ne pousse pas dans les arbres. Fait que là, on ne sait même pas si on va être retenu pour le garage municipal là, parce qu'on sait qu'ils ont coupé dans beaucoup de programmes. Fait que s'ils coupent dans ce programme-là, ils vont couper pendant combien d'années, je ne sais pas. Comme là, le FIRSPA, on a déposé, là. Ça, c'est une demande qui arrive aux 3 ans. Fait que quand le train il passe, il faut être là. Il faut embarquer dedans. Si on n'embarque pas, on vient de passer tout droit, on va revenir 10 ans en arrière encore une fois. On n'a pas besoin de ça. Il faut avancer. Je comprends tout ça, sauf que là, vous êtes en train de dire que vous jetez la serviette avant même d'avoir essayé. Non, on n'a pas jeté la serviette, puis j'ai répondu aux questions. On est rendu à 4e, là. Je n'ai pas jeté la serviette. On va y aller étape par étape. J'ai répondu aux questions. Merci. Oui, bonjour, Vincent Dufour. En fait, je viens chercher des réponses aux refus que qu'on a eu au dernier conseil concernant ma demande d'approbation au PIA pour la réfection de ma toiture au 80-85 Avenue Royale. J'ai une toiture qui est présentement d'origine en tôle, que j'ai demandé de la refaire en bardeau d'asphalte, ce qui m'a été refusé, obligation de le remettre en tôle, alors que des maisons patrimoniales qui sont direct à côté de la mienne, de tous les bords, ont été passées de la tôle en bardeau très récemment. Moi, il faut que je change ma toiture. J'ai pas 50 000 à mettre sur une toiture. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour faire ma demande conforme. Puis là, on m'oblige sans aucune raison valable, surtout mon bâtiment n'est pas patrimonial, n'est pas cité, n'est pas inventorié. Je veux des réponses à savoir pourquoi, puis qui a pris cette décision-là au final du refus. Puis quoi faire pour renverser ça, parce que moi, je ne mets pas 50 000 $ sur une toiture en tôle, ça c'est sûr et certain. Là, vous avez dit beaucoup de choses dans votre information, mais vous auriez pu appeler à la ville pour... J'ai appelé, j'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu les réponses satisfaisantes, j'ai renvoyé une deuxième demande pour faire réévaluer, puis on me dit la décision reste la même, mais je sais pas qui prend la décision de quoi. Là.
Là, vous avez des éléments importants dans votre réponse parce que vous dites que votre maison n'est pas sur le registre patrimonial. Exact. Fait que là, il faut regarder ça. Je vais vous demander de recommuniquer avec les gens au niveau de l'urbanisme, le service de l'urbanisme. J'ai laissé un message ce matin parce que moi, j'ai vu que je n'étais pas à l'ordre du jour vendredi. OK. Puis là, parce que j'ai refait une deuxième demande. J'ai fait ma demande au départ en avril. OK. Là, j'ai refait une deuxième demande, puis là, je n'étais pas à l'ordre du jour. Donc, j'ai appelé. Je me suis fait, je me suis fait dire d'appeler M. Berger là, à l'urbanisme. Puis, j'ai laissé un message, j'ai pas eu de retour. Mais là, moi, je veux des réponses. Il faut que je fasse ma toiture cette année. Là, vous voulez des réponses, vous allez en avoir, mais pas ce soir, parce que je n'ai pas la réponse à vous donner. Par contre, j'accroche sur le fait que votre maison, vous dites qu'elle n'est pas sur le registre patrimonial. On va valider ça. Puis ça, c'est ce que j'ai écrit dans ma demande quand je l'ai reformulé. J'ai fait un beau paragraphe là, expliquant pourquoi, là, avec des photos et tout. Là. C'est votre nom déjà, monsieur? Vincent Dufour. Monsieur Dufour. Yes. On va regarder si votre maison est vraiment sur le registre ou pas. Vous savez que la loi l'a changé. Fait qu'il y a des maisons qui sont incluses maintenant dans le registre qui ne l'étaient pas avant. Les maisons... Même, mettons qu'elle ne l'est pas, là, mais mettons qu'elle l'était. J'ai deux maisons qui sont ultra patrimoniales là, en biais. En 2022, il y en a une qui a changé sa toiture de tôle pour une toiture de bardeau. Puis l'autre, elle a changé sa forme au complet de la toiture. Là, il y a une dizaine d'années de ça. Là. Je comprends. Je vous invite quand même à communiquer avec les services de l'urbanisme. Moi, j'attends la réponse. Je ne veux pas attendre un autre mois pour avoir un autre conseil. Je n'ai pas la réponse, M. Dufour, ce soir. Je vous le dis. Ouais. Je pense que vous allez pouvoir... Il faut juste que j'attende les retours d'appel qui ne viennent pas, finalement. Premièrement, les gens, ils ont plusieurs dossiers. Là, vous avez vu à soir, on avait à peu près 20 points là, l'ordre du jour qui concerne l'urbanisme. On a ajouté des ressources, donc c'est sûr qu'on en produit. C'est ma deuxième demande que je fais, puis je comprends juste pas pourquoi à la base ça a été refusé. Monsieur Dufour, je vous explique qu'on a beaucoup de dossiers en cours. Puis aujourd'hui, je sais que les gens étaient en inspection, puis ont fait le tour de bâtiments, ils ne sont pas toujours au bureau, puis ont des rencontres aux affaires, puis ont des vérifications à faire pour les demandes qui sont faites. Je vous demande, s'il vous plaît, de communiquer. Vous pouvez communiquer avec moi demain. Vous avez mon adresse courriel. Puis je vais refaire le suivi avec M. Berger. C'est ce qu'on fait. Des fois, quand il y a des choses qui sont ambiguës, ne sont pas claires, là, les gens vont m'appeler. Moi, je vais remettre ça entre les mains parce que ça appartient à l'urbanisme et au CCU de revoir si c'est quelque chose. Des fois, il y a un élément qui n'a pas été retenu ou pas, peu importe. Puis on fait des suivis, puis on va vous faire un suivi par rapport à ça. Inquiétez-vous pas avec ça. Je comprends. Puis est-ce que ça va absolument devoir attendre? Parce que dans le fond, moi, j'attends, là, OK, j'ai l'entrepreneur là, qui me pousse en arrière pour avoir une date là, pour faire les travaux. Est-ce que faut que j'attende jusqu'au prochain conseil le mois prochain ou je vais avoir une réponse avant? Ça va dépendre des éléments qu'on a regardés pour pouvoir vous revenir. Il y a des choses des fois qu'on est capable de régler plus rapidement. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de régler rapidement. Donc, on va regarder ça. Il y a des éléments que vous m'avez dit tout à l'heure que j'ai dit qui étaient importants. On va regarder ça. Je vais vous revenir. Écrivez-moi un petit courriel demain quand même, puis je vais avoir votre adresse courriel, puis je vais vous répondre par écrit. Parfait, merci. C'est beau. Est-ce qu'il y a des questions en ligne, M. Guézic? Non? Donc, il n'y a pas d'autres questions. Donc, comme on a épuisé finalement l'ordre du jour, les sujets à l'ordre du jour, j'aurais besoin de proposer un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Mme Cassé-Cochon, donc, propose de lever l'Assemblée. Ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Donc, c'est l'Assemblée est terminée. Merci, la levée de l'Assemblée. Bonne fin de journée, bon retour. Merci.